Euer Dienst ist die Aufklärung. Berlin-Est, 17 juin 1953. Unauffällig Une violente manifestation remue la ville. stets im Blickfeld der Feind. Das Elle se transforme rapidement en insurrection, et comme une traînée de poudre, gagne l'ensemble du territoire. Dans toute la RDA, l'on peut observer des scènes similaires. bleibt oft nicht mehr die Zeit. Les symboles du communisme sont détruits, les drapeaux de l'URSS brûlés. Das Herz ohne Ruhe, La police est débordée. auch in friedlicher Zeit nie. Acculé, le gouvernement décrète l'état de siège et fait appel à l'armée rouge pour contenir l'insurrection. Des Friedens der Menschen, Soldaten der unsichtbaren Front. À l'origine de cet événement, l'augmentation forcée des cadences de travail et une baisse des salaires. Bleibt die Sehnsucht sehr groß nach den Lieben zu Haus. Vielleicht einen Jungen, gar zu oft war der Abschied. Pourtant, les hauts dignitaires est-allemands avaient tout prévu pour qu'une telle révolte ne puisse pas se produire. Berlin-Est, 8 février 1950. Chambre du peuple de l'Allemagne de l'Est. À l'ordre du jour, le Parlement adopte un texte, mais pas n'importe lequel. Un texte portant sur la fondation du ministère de la Sécurité d'État, la Stasi. La loi est claire. Elle dispose que la Stasi n'est subordonnée ni au Parlement, ni au Conseil des ministres. Autrement dit, la Stasi ne rend aucun compte à l'État. Elle rend des comptes au parti, le SED. L'objectif de la Stasi est clair. Protéger la République démocratique allemande de toute attaque, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne. Sa devise est le bouclier et le glaive du parti, mais pas de n'importe quel parti. Elle est le bouclier et le glaive du SED. Calquée sur le modèle du KGB, elle est dirigée par l'emblématique Wilhelm Zeisser, champion de l'espionnage. Il entre dans les services secrets russes dès les années 20. Sous couverture, il fut conseiller militaire pour l'Espagne, la Chine, la Syrie et la Tchécoslovaquie. Pendant la guerre civile espagnole, il est promu général de brigade, avant d'être promu à la tête de l'ensemble des brigades internationales opérant en Espagne. Avant la fondation de la Stasi, Zeisser a été en charge de la division K5 de la Volkspolizei. Officiellement, la Volkspolizei est la police de la RDA. Officieusement, elle est une armée à part entière, disposant d'avions MiG et de navires de guerre.
la division K5 jouait alors le rôle de service de renseignement et de police politique. En partie responsable des arrestations d'opposants politiques à la suite de la fusion du KPD et du SPD, le K5 fusionne dans la Stasi. Sous Zeisser, la nouvelle Stasi subit des mutations extraordinaires. En à peine un an, elle embauche près de 2700 personnes. De surcroît, la police des frontières et la police des transports passent également sous contrôle du ministère. Ainsi, plus de 30 000 soldats passent sous contrôle direct de la Stasi. Dans le même temps, la situation économique de la RDA se détériore. Contrainte par Moscou à payer des réparations de guerre, la RDA voit sa production industrielle saisie par le Kremlin, au travers de ce qu'on appelle les Sowjetische Aktiengesellschaft, ou SAG. En 1949, elle possède l'intégralité de l'industrie automobile est-allemande. Elle possède également 95% de l'industrie chimique et 93% de l'industrie des carburants. Parmi les SAG, l'on retrouve Wismut AG, exploitant principal des mines uranifères en RDA, dont l'uranium extrait est directement envoyé à Moscou. Le paiement des réparations soviétiques constitue pour la RDA une somme immense. Elle s'élève à environ 20% du budget national dans les années 50. En dépit des réparations en nature, que Moscou ne décompte pas dans sa comptabilité, la RDA n'a formellement payé que 3,7 des 10 milliards de dollars réclamés par Moscou. Le poids des réparations pèse sur l'économie est-allemande. À défaut d'entraîner une récession, elle entraîne néanmoins un enrayement considérable de la croissance. De l'autre côté de la frontière, la République fédérale d'Allemagne, l'autre Allemagne, est en plein miracle économique. Le plan Marshall a permis à la jeune RFA de retourner sur le devant de la scène. Son économie retrouve lentement mais sûrement les niveaux d'avant-guerre. En RDA, il existe un plan similaire, le plan de 2 ans, initié par Heinrich Rau en 1948. Il vise à un retour équivalent à 80% de la production d'avant-guerre, ainsi qu'une augmentation des salaires de 13,5% en moyenne. S'ajoutant à ces deux objectifs, une augmentation des rations alimentaires, censée passer de 1500 à 2000 kcal. Pour la RDA, ces objectifs sont atteignables uniquement en faisant baisser les coûts de production. Malheureusement, le blocus de Berlin met rapidement fin au rêve de grandeur de Heinrich Rau, et le plan de 2 ans n'atteindra jamais ses objectifs. À la tête du SED, les médiocres performances de l'économie sont inacceptables. Walter Ulbricht, secrétaire général du SED, décide de lancer le premier plan quinquennal de la RDA. Dans les faits, il s'inspire de ce que fit Staline en URSS. Le maître mot du plan, collectivisation. Le plan est lancé. En 1952, le gouvernement est-allemand ordonne la création des LPG, des coopératives agricoles possédées par l'État, calquées sur les kolkhozes soviétiques. De même, des organisations similaires aux LPG furent créées pour les autres corps de métier, comme les artisans par exemple. Dans les LPG, le gouvernement intègre directement toutes les terres saisies, notamment celles possédées par d'anciens membres du parti nazi. Pour un agriculteur, rejoindre une LPG est un acte entièrement volontaire. Du moins en théorie. Dans les faits, le choix n'est pas vraiment laissé aux paysans. Tous les agriculteurs exerçant en dehors des LPG se voient contraints de payer plus d'impôts. Le prix de vente de leurs récoltes est désormais fixé par l'État. Qui plus est, l'État ne leur fournit plus d'engrais, ni de fourrage, et leur interdit d'en acheter sous peine de sanctions. De plus, dès mai 1953, ces agriculteurs se voient privés de rations alimentaires. Par contre, tous les agriculteurs ayant cédé leurs terres et exerçant dans des LPG sont exemptés d'impôts pendant 2 ans. De plus, l'État leur fournit machines, graines, engrais et fourrage, et ce, gratuitement. La création des LPG intensifie l'exode de population. Les agriculteurs désertent la RDA. Au total, 55 000 d'entre eux quittent le pays en moins de 2 ans. Combiné à la collectivisation, porte le coup de grâce à la production. Déjà chancelante, elle s'effondre.
La récolte de 1952 est désastreuse. La crise, bien entamée, s'aggrave. La récolte désastreuse de 1952 provoque une forte hausse du prix des denrées alimentaires. Le niveau de vie est-allemand, déjà fragile, plonge. Le budget de l'État est tendu. En plus de devoir payer des réparations, Moscou demande à la RDA de s'investir militairement. La RDA investit 8% de son budget dans la formation de sa nouvelle force militaire, la Kasernierte Volkspolizei, la KVP. De plus, le SED a massivement investi dans l'industrie lourde. Par conséquent, les fonds nécessaires de toute urgence pour pallier la crise alimentaire viennent à manquer. Chaque nuit, l'électricité des Est-Allemands est coupée pour répondre aux besoins de l'industrie. Face à une telle situation, les citoyens quittent le pays. Walter Ulbricht, à la tête du SED, supplie l'URSS de l'aider à colmater la fuite. Staline accepte. En 1953, les soviétiques ferment certains points de passage et imposent des restrictions de circulation. Le bloc de l'Est s'apprête à subir un choc inattendu. 5 mars 1953. Le monde communiste est en deuil. Joseph Staline est mort. Le décès de l'homme d'acier déstabilise le bloc de l'Est. Derrière lui, il laisse un monde communiste qu'il a forgé à son image. Partout dans le monde rouge, on rend hommage au petit père des peuples. Progressivement, les stalinistes perdent leur influence dans les partis du bloc de l'Est. En URSS, au terme d'une lutte de pouvoir,
Malenkov prend les rênes de l'Empire rouge. En RDA, Ulbricht, staliniste pur et dur qu'il est, voit sa position à la tête du SED menacée. Le 13 mai 1953, il annonce une série de réformes afin de tenter d'améliorer la situation économique du pays. Parmi elles, il annonce une augmentation de 10% des cadences de travail, sans contrepartie. Dans les faits, tout employé voulant faire des heures supplémentaires afin de compenser la perte de rémunération se retrouve empêché. Le manque de ressources et d'organisation des lignes de production rend les heures supplémentaires tout bonnement impossibles. L'économie est-allemande tourne à blanc. Au début juin 1953, les hauts dignitaires du Kremlin invitent les dirigeants de la RDA à se rendre en URSS. Officiellement, il s'agit d'une rencontre permettant aux dirigeants est-allemands de faire connaissance avec les nouveaux dirigeants soviétiques. Dans les faits, Moscou est inquiet de l'exode des Est-Allemands. Malenkov juge que les résultats de la politique de collectivisation est-allemande sont catastrophiques. 11 juin 1953, le quotidien du SED, Neues Deutschland, rapporte un communiqué officiel du comité central du parti. Dans ce communiqué, le SED reconnaît avoir commis des erreurs. Le parti annonce s'orienter vers un nouveau cap. Au programme, abrogation des hausses d'impôts et baisse des prix, ainsi qu'un arrêt de la collectivisation. Le régime entre dans une phase de détente et de libéralisation. Retour en arrière. Lorsque les dirigeants est-allemands se rendirent à Moscou afin d'y rencontrer les hauts dignitaires de l'URSS, Malenkov força la main à Ulbricht. Son message est clair. Il doit arrêter la construction du socialisme et mettre immédiatement un terme à la collectivisation. De plus, il doit l'annoncer dans le journal. Ulbricht n'a pas le choix, il acquiesce. En RDA, la déclaration du 11 juin fait monter la colère. Le peuple l'aperçoit comme un aveu de faiblesse et pense que le SED est ruiné. Nulle part, la déclaration du comité central ne mentionne la hausse des quotas de travail. La tension monte. Le 16 juin, le journal Tribune, l'organe de presse du syndicat FDGB, le syndicat national est-allemand, qualifie la hausse des cadences de travail comme tout à fait acceptable. En Allemagne de l'Est, le FDGB est le syndicat national. Il représente l'intégralité des ouvriers est-allemands. Et pour cause, aucun travailleur est-allemand ne peut trouver d'emploi sans adhérer au FDGB. La mission du FDGB est, comme un syndicat, de représenter les travailleurs et de négocier pour eux auprès des entreprises. Le seul problème, c'est que le FDGB dépend du SED, et que ce même SED contrôle la majorité de l'économie du pays, y compris les entreprises. La déclaration du FDGB met le feu aux poudres. Le jour même, une grève générale commence. Sur la Stalinallee, l'artère principale de Berlin-Est, les ouvriers déposent les outils. Un cortège de manifestants se forme. Ils se dirigent vers le siège du FDGB, avant d'aller au siège du gouvernement. Sur place, la foule exige qu'Ulbricht ou Grotewol se rendent sur place dans les 30 minutes. Aucun des deux ne se présente. Seul un ministre se dresse face à la foule. Il leur promet l'abrogation de la hausse des quotas de travail. C'est un mensonge. Ces quotas seront conservés par la suite. La situation s'enflamme. Les manifestants pensent avoir gagné la première bataille. Désormais, ils demandent la démission du SED, ainsi que l'instauration d'élections libres. À l'ouest, Ernest Charnovsky, un militant socialiste, lance un appel à la grève sur la RIAS, la radio américaine, captée par les Allemands de l'Est, interdite en RDA, sous peine d'emprisonnement. Dans les locaux de la Stasi, on s'affole. Les officiers savent que quelque chose va se produire. Personne n'avait anticipé la révolte qui allait arriver. Et pour cause, personne ne l'avait prémédité. Aucune disposition ne saurait arrêter ce qui va se produire. Dans la nuit, la grève générale est proclamée. Toutes les grandes entreprises arrêtent le travail. L'insurrection se propage dans toute la RDA. Le pays est paralysé. Le lendemain, le 17 juin, les manifestants se réunissent sur la Strausberger Platz à Berlin-Est. La situation dégénère. Dès le matin,
les barricades policières sont brisées. Les manifestants s'en prennent au commissariat, aux rédactions et aux symboles du communisme. Les dirigeants sont conspués, les drapeaux brûlés. Les centres commerciaux de la Handelsorganisation, la chaîne de supermarchés est-allemands, sont pillés. Le centre commercial Columbus House à Berlin, lui, est mis à sac et incendié. Le gouvernement est débordé. Walter Ulbricht décrète l'état de siège. Il fait appel à l'armée rouge pour mater la rébellion. Moscou envoie les chars. Les soldats tirent à vue dans la foule. Les cortèges sont brisés. Au total, près de 20 000 soldats soviétiques sont mobilisés, avec l'appui de 600 chars d'assaut, ainsi que de 15 000 policiers et militaires est-allemands. Dans toutes les entreprises en grève, l'armée soviétique intervient et occupe les lieux, en contraignant les ouvriers à reprendre le travail. La rébellion a été matée par l'armée soviétique. La RDA s'apprête à muter. Pendant les manifestations, environ 80 manifestants ont perdu la vie. Si on compte les victimes non confirmées, ce nombre double. On dénombre également la mort d'une quarantaine de soldats et policiers. Sur place, ils ont refusé de tirer sur le peuple et ont été condamnés à mort pour refus d'obéir. L'insurrection est un véritable traumatisme pour le SED. Le parti cherche à rétablir l'ordre et fait appel massivement à la Stasi. Au total, 30 000 arrestations sont perpétrées directement après les manifestations. Le parti cherche un coupable. Selon la version officielle, il s'agit d'un coup d'état fasciste. La Stasi trouve un coupable. Une certaine Erna Dorn. Sous le coup de la torture, elle avoue avoir travaillé pour les nazis. Elle est jugée coupable d'avoir fomenté un coup d'état fasciste et condamnée à mort. Pendant l'enquête, la Stasi se rend compte que Erna Dorn est membre du SED. Comme Staline quelques années auparavant, le SED va épurer ses rangs et purger les membres jugés infidèles. Le 30 juin 1953, Max Fechner, ministre de la Justice de la RDA, s'oppose aux poursuites contre les grévistes. Immédiatement, il est considéré comme un ennemi d'État, démis de ses fonctions, exclu du SED, arrêté et condamné à 8 ans de prison. Les purges s'intensifient. Les Allemands de l'Est, pris de peur, quittent massivement le pays. Sur quelques années, plus de 3 millions d'entre eux fuient à l'Ouest, et ce sur une population de 19 millions. La population de la RDA est en chute libre. À la tête du SED, l'insurrection est le prétexte parfait pour purger. Walter Ulbricht, fort de son compromis avec les autorités soviétiques, peut purger tous les membres du parti qui s'opposent à lui. Sa position de pouvoir est renforcée. Il est plus fort que jamais. Pourtant, face à lui, un seul homme se dresse. C'est nul autre que Wilhelm Zeisser, le chef de la Stasi. Au comité central, il accuse. Selon lui, Walter Ulbricht est faible et ses politiques sont désastreuses. Selon lui, l'insurrection est intégralement de la faute de Ulbricht. Zeisser échoue lamentablement. Immédiatement, il est destitué de ses fonctions. De plus, il est expulsé du SED. Suite à cet événement, la Stasi n'est plus considérée comme fiable. Elle est placée sous tutelle. Elle perd son titre de ministère et devient un secrétariat à la sécurité d'État. 2 ans plus tard, en 1955, elle retrouve son statut de ministère. Suite à l'insurrection, la terreur imposée par le SED lui fait perdre toute légitimité. Le peuple a compris qu'il était en dictature. Néanmoins, cette révolte apporte quelques changements. Dans un premier temps, les paiements des réparations auprès de l'URSS sont arrêtés et les SAG sont rétrocédés aux Allemands. Ainsi, la RDA retrouve entière possession de son industrie. De plus,
Walter Ulbricht ordonne la création des groupes de combat de la classe ouvrière, une milice paramilitaire sous la coupe du SED. Son but est simple, établir une atmosphère militariste dans toutes les usines, de telle sorte à ce que l'esprit de rébellion ne puisse pas émerger. Véritable force de combat, elle défile tous les 1er mai et est censée pouvoir assister l'armée si jamais le pays venait à être envahi. Den roten Fahnen der Arbeiterklasse und DDR-Staatsflaggen an der Spitze der Formationen folgen Kampfgruppenangehörige aus allen Bezirken. Sie tragen ihren Einheiten verliehene Ehrenbanner und Fahnen. Dans les bureaux de la Stasi, à la succession de Zeisser, un homme, Ernest Vollweber. Derrière lui, Erich Mielke. À l'origine de toutes les basses œuvres de la Stasi, il s'y retrouve propulsé à la tête dès 1957. Et sous son égide, la Stasi va radicalement changer et devenir le service de renseignement le plus efficace du monde. Erich Mielke, lui, s'apprête à devenir l'homme le plus puissant du pays. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Et surtout, un grand merci de l'avoir regardé en entier. La suite devrait bientôt arriver normalement et abordera des sujets encore plus intéressants que ce qu'on a vu là. Après tout, nous ne sommes qu'au début de l'histoire de la RDA et également au début de l'histoire de la Stasi. Et il y a encore vraiment beaucoup de choses à dire. Néanmoins, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé.